Bonjour à tous, mon invité ce matin est député La République En Marche des Yvelines. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous avez vu, comme nous tous, ces images très choquantes des exactions commises en marge des manifestations de samedi. On l'a vu, par exemple, ce policier frappé par un boxeur ou encore cet autre policier frappé à terre. On a vu aussi cet engin de chantier rentrer dans un ministère, celui de Benjamin Griveaux. Franchement, Aurore Berger, comment c'est possible? Comment l'État peut laisser un engin de chantier rentrer dans un ministère? Alors l'État ne laisse pas un engin de chantier rentrer dans un ministère. On a des individus qui ont utilisé un engin de chantier parce qu'ils voulaient porter atteinte à la République et qui avaient un symbole républicain juste sous leurs yeux, qui était la porte du ministère de Benjamin Griveaux et de Marc Fesneau. Mais vous vous rendez compte de l'image que ça donne? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est au-delà de ce qui est choquant, c'est les exactions commises, mais aussi le fait que l'État soit impuissant. Non, on a l'impression que tous les samedis, on vit l'anarchie et qu'on ne peut pas l'éviter. L'État est présent. L'État est présent. Mais la difficulté, c'est qu'on a des manifestations semaine après semaine. Vous avez de moins en moins de manifestants. 50 000 quand même. Non, mais vous avez, par rapport au premier samedi de mobilisation, de moins en moins de manifestants. Ça, c'est quand même un fait numériquement. C'est reparti à Paris par rapport et en région. au samedi des fêtes. Il reste 50 000 à peu près manifestants dans les rues de Paris et en région le week-end dernier. Non seulement de moins en moins de manifestants, mais de moins en moins de revendications de nature sociale. Moi, j'ai cherché les banderoles qui demandaient peut-être une augmentation du pouvoir d'achat ou une baisse de la fiscalité. Il y en avait moins, c'est vrai. Mais j'ai vu par contre sur les ronds-points, il y a toujours la volonté d'augmenter le SMIC, d'augmenter le pouvoir d'achat. Enfin, moi, je vois surtout aujourd'hui un certain nombre de revendications qui sont de nature politique. Quand vous demandez la destitution du président de la République, la suppression du Sénat, la dissolution de l'Assemblée nationale, vous avez des revendications politique et vous avez en effet une escalade de la violence. Mais vous savez, mais restons ce qu'on demande... Non mais attendez, oui. je veux juste finir là-dessus parce que n'importe quel syndicat qui organise une manifestation, on lui demande de sécuriser sa manifestation avec évidemment l'appui de l'État, de la préfecture et des forces de gendarmerie et de police. Et là, c'est comme si finalement, on considérait que c'était pas aux manifestants eux-mêmes aussi de permettre leur propre organisation. Ils sont responsables parce qu'à partir du moment où semaine après semaine, vous appelez à des mobilisations dont vous savez qu'elles conduiront à des violences, soit parce qu'en votre sein, il y a des gens violents, soit parce que des gens se joignent à ces mobilisations pour créer de la violence, il y a les deux, de fait, eh bien, vous êtes aussi responsable. Alors ça, c'est votre constat, mais est-ce que votre majorité, votre gouvernement peut laisser faire ça samedi après samedi? Bien sûr que non. Samedi prochain, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr que non, qu'on ne laisse pas faire. Mais vous avez entendu aussi ce qui était dit juste avant nous par un syndicaliste de la police. C'est qu'à un moment, nous avons aussi des forces de l'ordre et de gendarmerie qui sont mobilisées partout sur le territoire depuis des semaines sur cette question-là. Moi, j'en ai parlé avec les forces de police et de gendarmerie dans mon département, dans les Yvelines. Ils n'ont pas que la question des Gilets jaunes. On a la question depuis 2015, notamment de la lutte antiterroriste. Elle n'est pas repartie à la baisse. La vigilance de l'État, elle ne peut pas repartir à la baisse sur les sujets. Vous allez prendre de nouvelles mesures policières, Moi, je pense qu'il faut aller plus sécuritaires? loin. Je pense qu'il faut aller plus loin. On interdit bien d'entrer dans les stades celles et ceux dont on sait qu'ils sont ce qu'on appelle les hooligans, c'est-à-dire qu'ils auront des comportements délictueux et violents. Eh bien, moi, je pense qu'en effet, on peut aller plus loin, c'est-à-dire à un moment qu'il y ait un fichier qui permette d'identifier celles et ceux dont on sait que de manière récurrente, ils sont là pour casser, pour frapper des policiers et des gendarmes, pour attenter à des symboles républicains, pour frapper aussi parfois d'autres manifestants, pour les interdire de manifester. La liberté de manifestation... l'entrée dans les manifestations grâce à ce fichier. Je pense que ça pourrait être une aide supplémentaire. La liberté de manifester, oui, mais la liberté de casser, non. On ne l'a jamais permis pour qui que ce soit dans notre pays. Et quand j'entendais il y a quelques jours qu'il y avait un grand émoi, y compris d'un certain nombre de personnes qui se disent responsables politiques, du fait de l'interpellation d'Éric Drouet. Mais enfin, Éric Drouet, on aurait dû faire quoi? Une personne qui est dans l'illégalité de manière flagrante, on le laisse agir. Vous n'avez pas peur comme d'avoir mis un peu d'huile sur le feu en médiatisant avec des policiers en grand nombre cette arrestation? Vous voyez bien aussi ce qui est contradictoire, permettez-moi, dans ce que vous dites. Vous ne pouvez pas me dire d'un côté où est l'État, qu'est-ce que l'État fait, et dans le même temps dire mais attendez, vous mettez l'huile sur le feu. C'est un symbole que vous avez touché avec Éric Drouet. Très bien, mais moi, vous savez, il n'y a personne qui est dans l'impunité dans notre pays. Est-ce que parce que ce monsieur a une notoriété médiatique, on n'aurait pas dû y toucher? Est-ce qu'on aurait dû dire faisons une exception pour monsieur Éric Drouet et celles et ceux qui sont médiatiques? Être annoncé par le gouvernement cette semaine en matière de sécurité pour qu'on évite les samedis qui suivent de nouvelles images comme celle-ci? Le gouvernement a l'intention en effet d'aller plus loin, mais moi j'en appelle avant tout aussi, encore une fois, à la responsabilité de celles et ceux qui appellent à manifester. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que ceux qui étaient là au tout début de la mobilisation, ceux qui ont initié le mouvement des Gilets jaunes, qui se disent aujourd'hui Gilets jaunes libres, sont les premiers à dire que le mouvement a été débordé, que le mouvement est radicalisé. Et vous savez, il y a cette citation de Victor Hugo qui est assez juste en disant parfois la foule trahit le
peuple et celles et ceux qui se revendiquent matin, midi et soir du peuple, qu'ils soient des gilets jaunes, qu'ils soient des partis politiques, moi j'aimerais bien savoir de qui ils peuvent se permettre d'être les représentants. La foule haineuse, disait le président de la République, mais de fait, on l'a vu, un lien avec Victor Hugo, j'imagine. On l'a vu samedi, on a vu une foule haineuse, et c'était pas que samedi. Il y a une sous-préfecture qui a été brûlée. Il y a plusieurs policiers et gendarmes aussi, qui ont été tabassés, roués de coups, un ministère qui a été fracturé. C'est pas que des symboles, c'est des hommes et des femmes, les policiers, les gendarmes dans notre pays qui sont atteints. Mais vous ne pouvez pas laisser ce sentiment d'impuissance rester. D'ailleurs, regardez ce tweet de Jean-Luc Mélenchon hier, on peut être d'accord ou pas avec lui. Pour une fois, moi je trouve qu'on peut tous être d'accord avec ce qu'il dit. Quelle puissance peut être durablement gouvernée pendant 6 jours dans l'attente d'une insurrection hebdomadaire. Depuis 6 semaines, c'est la France. On a l'impression qu'on est lundi. Ben on attend la prochaine insurrection de samedi. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas me montrer ce tweet de Jean-Luc Mélenchon et pas me montrer tous les autres. Parce que moi, j'aimerais que Jean-Luc Mélenchon condamne la violence. C'est vrai, il a raison. On va vivre toute la semaine en se disant qu'est-ce qui va se passer samedi. Attendez, monsieur Mélenchon, il a une responsabilité aussi. Il ne peut pas s'exonérer toute responsabilité. Quand, depuis le jour même de l'élection du président de la République, il a laissé croire à ses partisans, c'est-à-dire des millions de Français, que l'élection du président de la République, elle n'était pas légitime. Que moi, comme l'ensemble des collègues de La République En Marche et du MoDem, on n'était pas légitime, qu'on n'avait pas vraiment été élus. Quand il appelle, lui, semaine après semaine à une insurrection, quand il ne cesse de parler de violences policières, plutôt que de parler des violences de ceux qui attaquent les forces de l'ordre, eh bien, il a une responsabilité. Parce que ces personnes-là, notamment de la France insoumise et de l'extrême droite, légitiment le recours à la violence. Eux veulent la violence, veulent l'insurrection, veulent le soulèvement populaire. Nous voulons l'ordre républicain. Mais oui, dans un pays qui est une démocratie, une authentique démocratie, et qui n'est pas le Venezuela que Jean-Luc Mélenchon aime tant, eh bien, vous savez quoi ? Les forces de l'ordre, elles ne tirent pas avec des balles réelles sur les manifestants. Et c'est ça qui montre bien que nous sommes une démocratie dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas un langage de sourd auquel on assiste depuis quelques jours ? Vous dites, vous l'avez dit vous-même, que ce sont des agitateurs, qu'il n'y a plus de revendications sociales, mais c'est une revendication de renverser le pouvoir en quelque sorte. C'est ce que disait aussi Benjamin Griveaux lors de son point de presse après le Conseil des ministres mercredi dernier. On écoute Benjamin Griveaux. Le mouvement dit des Gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. C'est ce que vous nous avez répété ce matin, mais vous êtes sûr qu'il y avait 50 000 agitateurs dans les rues de France ? Vous ne croyez pas que dans ces 50 000 personnes, il y avait aussi des gens qui avaient des revendications sociales ? Mais il y avait peut-être des gens qui avaient des revendications sociales, certainement même. La difficulté, c'est que, encore une fois, semaine après semaine, vous avez moins de gens, mais de moins en moins de revendications sociales. On les a rencontrés, l'ensemble des parlementaires de la majorité, on a rencontré des délégations de Gilets jaunes. Celles et ceux qu'on a rencontrés, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, ne souhaitent pas continuer à participer à un mouvement dont ils considèrent qu'il a été dévoyé, qu'il ne reste aujourd'hui que les plus radicalisés, que les plus violents. Est-ce que vraiment on a 50% des Français qui souhaitent qu'un mouvement continue alors que ce mouvement conduit, génère, introduit systématiquement de la violence ? Le paradoxe, c'est que vous avez encore plus de 50% des Français dans les sondages qui soutiennent le mouvement. Mais que soutiennent-ils ? Est-ce qu'ils soutiennent des revendications de nature sociale, c'est-à-dire une augmentation de pouvoir d'achat ? Ce qu'on a fait. On a voté avec l'Assemblée nationale et le Sénat juste avant Noël 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat supplémentaire pour les Français. C'est effectif dès le 1er janvier, que ce soit l'augmentation du SMIC, que ce soit l'augmentation de la prime d'activité, que ce soit l'augmentation du minimum vieillesse. C'est pas petit, 10 milliards d'euros. On nous parlait il y a quelques mois des appels en disant que 5 euros par mois en moins était un cataclysme. Là, on a 100 euros de plus pour ceux qui ne gagnent que le SMIC. C'est pour solde de tout compte, c'est 10 milliards ? C'est 10 milliards, un point, c'est tout ? Non, c'est pas 10 milliards, un point, c'est tout. Mais c'est 10 milliards pour répondre à une urgence sociale, à une urgence aussi qui est une urgence d'ordre républicain à rétablir dans notre pays. Et ensuite, on a à la fois des engagements très clairs sur lesquels on a été élu. Et moi, je l'assume. J'assume de dire qu'à un moment, j'ai été élu démocratiquement par des Français qui ont choisi que le président de la République est une majorité. Ou alors, l'élection ne veut plus rien dire, la démocratie représentative ne veut plus rien dire. Et là, c'est très dangereux. Et moi, c'est pas le système politique dans lequel j'ai envie de vivre. Et donc, il faut qu'on tienne ces engagements de réforme. Parce que pourquoi on en est là ? Aussi parce qu'on a renoncé, par peur justement de mobilisation, par peur de déplaire, par peur des sondages. J'entends certains qui diraient il faut renoncer à certaines réformes. Au contraire, moi je pense qu'il faut les conduire, ces réformes. Parce que si on ne conduit pas une réforme des retraites qui permet justement qu'un euro cotisé vale la même chose pour tout le monde, que vous soyez dans le public, que vous soyez dans le privé, qu'il y ait plus de justice sociale dans notre pays, alors donc, on aura ces genres de mouvements qui continuera. La réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, vous allez continuer, il n'y aura pas de pause, on ne suspend pas pendant le temps du grand débat ? Mais c'est ce qui a été fait systématiquement
systématiquement. Depuis 30 ans, à partir du moment où vous aviez une baisse dans les sondages de l'exécutif, à partir du moment où vous aviez quelques mobilisations qui existaient, on arrêtait, on reculait, on suspendait, on disait bon, c'est pas grave, finalement cette réforme qui était si importante, ça sera pas le cas cette fois-ci. On va pouvoir la déplacer. Bien non, c'est important de conduire ces réformes. On n'a pas été élu pour avoir peur. Moi, j'ai pas peur d'avoir des mobilisations. Par contre, je ne veux pas qu'on en vienne à avoir des mobilisations qui soient des mobilisations contre ce que l'on est et contre la démocratie. Alors, ce grand débat, il va commencer mi-janvier. Le 15 janvier, il y aura sans doute le premier déplacement du président de la République. Peut-être que d'ici là, on aura lu cette lettre ouverte aux Français qui sera publiée sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ça va servir à quoi, ce grand débat? Est-ce que vous croyez que ça va permettre de mettre fin à la crise? Vous y croyez toujours, à cette sortie de crise, via ce grand débat? Parce que moi, je crois au dialogue. Je crois au dialogue. Qu'est-ce qu'on fait quand on est député? On dialogue au quotidien avec les Français. On y était encore tous cette semaine et ce week-end, notamment dans le cadre de toutes les cérémonies de vœux qui existent dans nos villages. Et ça permet d'avoir un dialogue direct avec les Français. Moi, je crois qu'il y a énormément de Français qui, au début du mouvement, sont allés sur des ronds-points parce qu'ils ont eu l'impression... Avec de la sympathie pour les revendications. Et parce qu'ils ont eu l'impression aussi que sur les ronds-points, ils retrouvaient une voix qu'ils semblaient avoir perdue. Ils n'avaient plus voix au chapitre. Et du vivre ensemble. Donc, ils se sont dit, voilà, à la fois, je recrée du collectif, on recrée de la solidarité, et puis j'ai enfin voix au chapitre sur mon destin et sur l'avenir du pays. Eh bien, moi, je dis aux Français, quittez les ronds-points pour aller dans les salles polyvalentes, dans les salles de vos mairies, dans les écoles, là où les débats existeront, parce que c'est dans le débat et dans le dialogue qu'ensemble, on y arrivera. Mais ce grand débat, à la fois, moi, je pense qu'il ne faut pas tromper les Français sur ce que ça doit être. C'est pas le grand déballage. Non, c'est pas le grand déballage. Enfin, les gens seront libres de dire ce qu'ils veulent, évidemment, mais ça doit permettre de nourrir des idées qui viendront ensuite alimenter le projet et qui viendront alimenter aussi l'Assemblée nationale. Mais alors, justement, Aurore Bergé, est-ce qu'on aura vraiment le droit de tout se dire dans ce grand débat? Et ça ne sera pas un jeu de dupes? Est-ce que, par exemple, on peut évoquer le retour de l'ISF? Est-ce que ça peut faire partie des débats? Et est-ce que, à l'issue des débats, ça pourrait être réinstaurer l'ISF? Ou est-ce qu'il y a des sujets tabous? Non, mais il n'y a aucun sujet tabou. Vous savez, nous, on a été élus justement pour mettre fin à des tabous. Et l'ISF était un tabou français depuis très longtemps. Après, évidemment, on a été élus sur un projet. Moi, je ne veux pas renier ce pourquoi les Français nous ont élus. Mais alors que ça sert de faire un grand débat si vous allez continuer à appliquer peut-être parce qu'il y a mesures. d'autres choses. Peut-être qu'il y a d'autres choses dans notre pays qui sont plus importantes que la question du rétablissement de l'ISF. Par exemple. On peut rétablir un symbole, ou alors on peut se dire on avait un symbole inefficace. Alors c'est sûr, c'est beaucoup plus démago et populiste de dire rétablissons un symbole et ça calmera les gens. Moi, je crois qu'on calme pas les gens en leur mentant. Et en l'occurrence, l'ISF, c'était un mauvais impôt inutile à la France, voire même qui coûtait de l'argent à notre pays. Donc c'est pour ça qu'on l'a supprimé, pas pour faire plaisir à quelques prétendus amis riches, mais uniquement parce que c'était inefficace. Moi, je pense que les Français, ils ont des choses à nous dire, par exemple, sur la dépense publique. Est-ce qu'on dépense bien dans ce pays? Est-ce qu'on dépense trop? Est-ce qu'on dépense là où c'est nécessaire? Je pense que les gens ont quelque chose à nous dire sur les services publics, notamment dans la ruralité, parce que chaque bureau de poste qui ferme, c'est l'impression qu'on s'éloigne des Français et qu'on éloigne les services publics d'eux. Or, c'est leur patrimoine. Mais autre exemple, on voit depuis quelques jours sur Internet des pétitions pour la suppression de la loi Taubira, c'est-à-dire la suppression du mariage pour tous. Est-ce que ça peut faire là aussi l'objet du débat ou pas? Vous savez, on a eu une consultation qui existait sur Internet par le Conseil économique, social et environnemental. Il y a eu quelques milliers de contributeurs et donc c'est au final 6 000 personnes. 6 000 personnes sur 60 millions de Français qui ont voté pour l'abrogation du mariage pour tous. Est-ce que vraiment on peut considérer que c'est représentatif? Et est-ce que, même si c'était représentatif, la majorité a toujours raison? Moi, je suis fière que dans notre pays, on ait eu des grandes avancées sociales et sociétales. Il y a votre programme, il faudra jouer avec les deux en fait. C'est pas jouer, c'est juste dire à un moment, on consulte les Français. Moi, je pense qu'il y a à la fois ce pourquoi on a été élus. Moi, je ne vais pas mentir à celles et ceux qui nous ont élus pour qu'on ait le courage de faire. Et on va faire et faire encore plus pour les Français, faire encore mieux aussi parce qu'il y a un certain nombre de réformes qui peuvent s'adapter sur les territoires. Est-ce que les réformes, elles doivent être de manière uniforme sur tous les territoires? Peut-être que le grand débat va nous dire cette réforme-là est pertinente, mais elle ne s'appliquera pas de la même manière dans la région Aquitaine, par exemple, et en Île-de-France. Aujourd'hui, elle demande au gouvernement d'être plus girondin, d'accepter des expérimentations. Elle demande par exemple qu'en Île-de-France, les cours au lycée ne commencent qu'à 9h pour le rythme des adolescents. Il y a plein de choses qui peuvent être faites au niveau local. Mais on fait confiance au territoire. Regardez par exemple la réforme des rythmes scolaires. Le gouvernement précédent l'avait appliquée de manière uniforme. Il fallait la même réforme pour tous. Et nous, on a dit, non, en fait, ce sont les maires, parce que c'est eux qui sont au plus près des territoires, qui vont décider. Et les situations, elles ne sont pas les mêmes dans les villes, dans les villages, en Île-de-France ou dans nos territoires. Donc on fait confiance au territoire. Et ça, je pense que les Français, c'est une très grande attente qu'on arrive aussi à distinguer les situations en fonction des circonstances locales. Alors, comment on tranche à la fin
les questions du grand débat. Est-ce que, par exemple, comme vos collègues députés, Aurélien Taché et Sacha Houlié, la semaine dernière, nous ont parlé de la possibilité de faire un référendum avec plusieurs questions, le vote blanc, la proportionnelle, la réduction du nombre de sénateurs et de députés. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée ? Moi, je ne suis pas opposée par principe au référendum. Je pense qu'il ne faut jamais avoir peur d'avoir recours, évidemment, au référendum. Et d'ailleurs, le président de la République ne l'a jamais exclu, notamment sur la réforme constitutionnelle. D'ailleurs, quand je vois un certain nombre, en effet, de sondages ou d'intentions, parce qu'avant le grand débat, c'est quand même difficile de dire et de prévoir ce que les Français vont vraiment nous dire. Parce que justement, ils auront le temps d'y réfléchir et ce n'est pas juste un sondage auquel ils vont répondre. Mais sur la réforme constitutionnelle, nous, on a prévu et on veut réduire le nombre de parlementaires pour qu'on soit plus efficace. On veut pouvoir mettre fin au cumul des mandats dans le temps pour que vous n'ayez pas les mêmes élus pendant 30 ans. Moi, je n'ai pas vocation à être là pendant 30 ans dans notre pays. Et donc, ces questions-là, pourquoi pas? Mais moi, j'aimerais surtout que le débat y reprenne à l'Assemblée nationale. Parce que pourquoi cette réforme, on n'a pas pu la mener à bien? Le Sénat bloque un peu, vous avez vu? L'Assemblée nationale déjà a bloqué. Et ensuite le Sénat. Mais l'Assemblée déjà a bloqué. On a été empêchés d'avoir ce débat. Moi, je pense que si on avait eu ce débat sur la vitalité démocratique dans notre pays, peut-être que ça aurait été une part de la réponse déjà. Alors, ce week-end, Alain Juppé a confirmé son départ des Républicains comme vous, il y a 2 ans. Est-ce que vous avez envie de dire à Alain Juppé: fais comme moi, rejoins La République En Marche? Moi, je fais aucune injonction à Alain Juppé. C'est un homme libre et il le prouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au regard de la carrière qu'est la sienne, de la stature qu'est la sienne, il fait un choix de liberté, de dire: je n'appartiens plus à aucun parti politique. Il a quand même participé à fonder ce qu'était l'UMP. Et à l'époque, l'UMP, c'était un mouvement ouvert. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui est extraordinairement rétréci, on le voit à l'Assemblée nationale, sur les propositions ou absence de propositions d'ailleurs qui peuvent être faites. Moi, je suis très heureuse qu'il ait toujours cette liberté de parole et puis surtout qu'il nous rejoigne sur un point essentiel qu'est le projet européen. On va avoir des élections européennes. Est-ce qu'on peut mener des élections européennes sereines, sans fausses informations, sans avoir des médias étrangers qui chercheront à nous déstabiliser? On voit à quel point les fausses informations, elles sont malheureusement devenues essentielles dans le débat public, notamment ces dernières semaines. Alors, c'est vous qui évoquez les européennes en parlant d'Alain Juppé, c'est pas moi. Mais j'ai envie de poser la question, est-ce que c'est une bonne tête de liste pour la liste La République En Marche aux européennes? Nous, on aura une liste qui est une liste de rassemblement, on l'a déjà dit. Stanislas Guerini, qui est le président, le patron de La République En Marche, l'a appelé de ses voeux. Donc on ira au-delà de La République En Marche. Après, je ne sais pas si Alain Juppé voudra lui-même être candidat. Je crois qu'il est déjà maire de Bordeaux, président de la métropole et qu'il est très attaché à la ville de Bordeaux et très attaché au fait de faire et de continuer à agir. Et c'est ce qu'il fait localement. Alors, un autre de vos anciens amis, si j'ai envie de dire, Sébastien Chenu, qui il était quand même comme vous. Lui, il a choisi une voie totalement différente puisqu'il est parti à l'extrême droite. Il est au Rassemblement national. Il veut donner une claque à Macron aux européennes. C'est ce qu'il dit dans une interview à l'Opinion ce matin. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je le remercie de vouloir être violent à l'égard du président de la République et lui donner une leçon au moment des élections européennes. Moi, j'attends de voir aussi quelles seront les propositions de l'extrême droite de manière très claire sur ces élections européennes. Parce qu'aujourd'hui, le Parlement européen, il a surtout servi de portefeuille au Front National, en fait. C'est uniquement ça, ce qu'on a vu du Front National ces dernières années. Le Parlement européen, il sert uniquement pour mieux critiquer ce qui ne va pas dans notre pays, soi-disant que ce serait uniquement l'Union européenne qui en serait responsable. Par contre, c'est un bon portefeuille pour pouvoir les alimenter. Il y a un certain nombre d'ailleurs de procédures en cours à ce sujet. Une dernière question, ça va durer combien de temps cet état de quasi-insurrectionnel dans le pays tous les samedis? Vous dites que samedi prochain c'est terminé? Je l'espère. Je l'espère et j'appelle à la responsabilité à la fois des Français, de manière générale. Moi, je ne veux pas parler juste à ceux qu'on dit les Gilets jaunes, parce que c'est un mouvement qui est tellement hétérogène. Moi, je veux parler aux Français et appeler à leur responsabilité. Est-ce que vraiment, vous avez envie de soutenir un mouvement dont on sait que, malheureusement, il est débordé chaque semaine, ou il se laisse être débordé? Mais vous leur promettez qu'il y aura des résultats concrets au grand débat, que ce ne sera pas... Bien sûr, mais je leur demande de venir, parce que les résultats concrets au grand débat, ils ne pourront exister que si les Français s'en emparent. Si justement, on n'a pas en permanence les mêmes personnes, des gens qui sont habitués des consultations, des concertations, qui sont membres de partis politiques. Il faut que ça aille au-delà des partis politiques, au-delà des syndicats, au-delà des Gilets jaunes, et que chaque Français se dise « ma voix peut compter », et donc je vais prendre le temps de participer à ce grand débat national qui est une première dans notre pays. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été l'invité de l'interview politique. On retrouve tout de suite Pascal de la Tour du Pin.